pédiatre pratique. Merci au laboratoire d'avoir permis cette réunion. Et je ne prétends pas connaître plus que les infections des voies respiratoires hautes, bien que je sois correcte et que je l'en fais. Mais ceci dit, c'est une pathologie très fréquente qui se voit tous les jours dans la consultation de pédiatre et de généralistes. C'est la principale cause de consultation. Donc, les parents vont demander un soulagement rapide, une prévention des complications et des récidives, et on va profiter pendant cette consultation de faire une action éducative. C'est la première cause de prescription d'antibiotiques, malgré que c'est une origine orale et la plus fréquente. Donc, on va voir sur des cas cliniques les différents tableaux d'infection des voies respiratoires. On va commencer par la sinusopharyngite et les angines avec leurs complications. Et enfin, on va terminer par des cas cliniques sur les otites moyennes aiguës et leurs complications. Donc, on va commencer par le premier cas clinique. Edem à 4 ans, qui depuis 24 ans présente une obstruction nasale, une douleur à la déglutition, et la maman rapporte un écoulement au niveau du nez avec une fibricule. Alors à l'examen de première attention, on a trouvé une gorge rouge, une auscultation pulmonaire normale, le reste de l'examen neurologique et génétique et particularité. Allez, quel diagnostic on évoque dans ce cas? Ah ouais. Et qu'est-ce qu'on va donner cet enfant? Un lavage des fosses nasales, des antipyrétiques et rien d'autre, n'est-ce pas? Alors, c'est une rhinosinusophryngite. À cet âge, les sinus sont tellement ouverts sur les fosses nasales, on parle de rhinosinusophryngite. Toute l'inflammation réside dans cette région. Et elle est caractérisée par, bien sûr, une rhinorrhée qui est aqueuse, qui n'est pas colorée. Elle est bilatérale généralement, avec une obstruction nasale, et la fièvre n'est pas très importante. On peut avoir une toux associée. Cette rhinorrhée et cet écoulement au niveau du nez, elle peut être antérieure, visible par la maman, et peut être postérieure, visible par l'examen de la gorge. Alors, la guérison, elle est de mise. Quelques jours, l'enfant va bien. Il n'y a ni examen complémentaire à faire demander, ni radiologie, n'est-ce pas? Alors, les antipyrétiques sont indispensables et le lavage des fosses nasales est très important, que ce soit par des solutions hypertoniques qui vont décongestionner la fosse nasale rapidement ou isotoniques qui vont permettre une hygiène de la fosse nasale. Et je recommande à tous les enfants, à tous les pédiatres, de prescrire des lavages de fosse nasale comme le brossage des dents. C'est une mesure d'hygiène très importante qui évite les infections sur les voies respiratoires hautes et basses. Tout rentre par la fosse nasale et tout se dissémine par la fosse nasale. Donc l'antibiothérapie à ce stade, il ne prévient pas les complications, ni les sinusites, ni le politique à cet âge, ni les autres, n'est-ce pas? Par contre, l'évolution doit être surveillée et on va rechercher des signes de gravité ou de tableau va traîner un peu. La fièvre, elle peut persister au-delà de 3 jours, et là, il faut intervenir, il faut prévenir la maman qu'on doit intervenir et qu'elle doit reconsulter si ça se passe. Si la symptomatologie persiste au-delà de 10 jours, et là, c'est long par rapport à un parent qui s'inquiète, il faut les rassurer, et il faut rechercher une irritabilité, un réveil nocturne, des douleurs au niveau de l'oreille, par contre une conjonctivite, un œdème palpébral, et là c'est la grande vigilance pour les parents, donc il faut les évaluer, la réévaluation de l'enfant au cours de l'évolution. Alors cet enfant, au bout de quelques jours, il va présenter une rhinorrhée qui devient purulente, abondante et persistante. La fièvre reste à 39, et à l'examen on trouve un petit œdème périauriculaire avec des sécrétions qui deviennent purulentes au niveau du pharynx. Qu'est-ce que vous pensez? Donc c'est une rhinosinusite aiguë. Alors, dans ce cas et dans ce tableau, on peut avoir soit une forme subaiguë
aiguë persistante, et c'est toujours viral. La persistance de la symptomatologie au-delà de 10 jours avec une fièvre qui s'importe, c'est la forme suraiguë persistante, et on peut dans ce cas s'abstenir du traité, pas d'antibiotiques malgré tout. Et la forme aiguë sévère, et là, c'est l'importance de la fièvre qui va nous aider dans le diagnostic, l'importance de la céphalée, donc l'enfant peut rapporter une douleur de la tête, et l'importance de la qualité de la sécrétion qui devient encore purulente, et bien sûr l'œdème périoritaire qui vont donner la gravité. On commence à avoir une étymologie. Voilà. Donc, dans ce cas, il faut un examen spécialisé qui va comporter essentiellement un examen de la fosse nasale. Et l'examen de la fosse nasale peut se faire soit au spéculum d'oreille, en mettant le nez sur l'endoscope, on peut voir du pus qui sort du méa moyen, un peu au-dessus des cornées inférieures. On peut utiliser bien sûr le nasofibroscope ou l'endoscopie. Alors, c'est difficile, c'est un apprentissage, et si on passe au-dessus des cornées, on peut très bien voir toute la fosse nasale. Elle permettra à cette endoscopie de voir, bien sûr, confirmer le pus du méa moyen, voir la latéralité du pus, et donc là, ça se confirme, ça se localise, et là, il faut intervenir un peu plus rapidement. Il faut rechercher, bien sûr, une formation tumorale, qu'elle soit bénigne ou tumorale maligne. Et là, chez les enfants à cet âge, il faut craindre toujours devant l'unilatéralité des symptômes des corps étrangers et des fosses nasales. Et c'est sur cette endoscopie qu'on va donc voir s'il n'y a pas de corps étrangers. Alors, on va profiter pour voir les végétations adénoïdes, leur taille et leur aspect. Alors, chose qu'on ne peut pas avoir par le radar radio du carbone du premier. Même si elle est bien faite, même si l'enfant respire, on ne pourra jamais avoir l'aspect infecté ou non des végétations adénoïdes. Et même si la radio du carbone de profil va montrer une hypertrophie des végétations adénoïdes, on ne peut pas confirmer leur caractère obstructif ou pas. Pourquoi? Parce que l'enfant peut très bien crier pendant la radio, et donc il soulève le voile et on a l'impression d'avoir des végétations adénoïdes qui sont obstructives. Et bien sûr, on va voir aussi le pus dans les fosses nasales. Là, les attitudes devant ces tableaux diffèrent. Généralement, bien sûr, il n'y a pas de à expliquer, on va faire on va mettre des antipyrétiques, de la base des fosses nasales. On peut proposer les lavages avec de l'adrénaline diluée, des corticoïdes nasales et l'antihistaminique pour diminuer la quantité et l'importance des sécrétions au niveau des fosses nasales. Pas de vasoconstricteur avant 12 ans. Malgré que ce tableau peut être sévère, généralement la guérison se fait spontanément dans les 2 tiers des cas. Et l'antibiothérapie, donc dans ce cas sévère, peut augmenter les pourcentages de guérison sans passage à l'étymologie tirée, diminuer les symptômes, diminuer la chronicité et bien sûr sans antibiotiques. Mais l'antibiothérapie va être indiscutée devant les caractères subaigus avec un terrain débilité, un asthmatique, un cardiopathe ou un anémie, ou calcul. Donc il faut donc être vigilant devant ces tableaux. Alors, devant ce cas clinique, je profite pour parler des rhinopharyngites récidivantes de l'enfant. L'enfant peut très bien guérir avec le traitement symptomatique donné par le pédiatre ou par le médecin généraliste, et 2-3 jours après, ça rebelote, ça récidive. Et encore une fois, le traitement symptomatique, croyant que la maman va dire le premier traitement n'a pas marché et l'enfant est encore malade. En fait, c'est la véritable maladie d'adaptation qui va permettre à l'enfant d'acquérir une immunité correcte contre les virus les plus fréquents dans la nature. Alors, le premier, le premier facteur favorisant de cette rhinopharyngite récidivante, c'est la connectivité, le contact avec les enfants malades, le contact avec les adultes, l'hygiène nasale précaire, c'est pour cela qu'on va recommander la lavage des fosses nasales très fréquentes, l'hypertrophie des végétations adénoïdes, les enfants qui ont des parents qui sont tabagiques,
la pollution et l'âge très bas. Accessoirement, c'est l'allergie qui donne plus d'inflammation au niveau des voies respiratoires hautes et donc elle favorise les surinfections virales, le reflux gastro-œsophagien et les carences en fer. Il est rare de trouver dans ces cas un déficit immunitaire, une dyslipidie ciliaire, une myoclonus ou une intolérance au laitage qui va favoriser les surinfections fréquentes, mais généralement dans ce cadre, c'est des surinfections bactériennes. Il faut bien sûr, devant tout enfant, favoriser l'éducation du mouchage. Lavage des fosses nasales, oui, mais faire apprendre à l'enfant à se moucher. Et se moucher d'une certaine façon, se moucher d'un côté, puis de l'autre. C'est très important. Bien sûr, lutter contre les autres facteurs favorisants, la lutte contre le tabagisme, le retrait de collectivité quand les infections deviennent très fréquentes et très répétées, la vaccination. Et souvent, on a le droit devant ces enfants à faire une adénodectomie ou un traitement des outils associés. Et en fonction de l'âge, on peut prendre en charge un certain reflux gastro-œsophagien, de l'allergie, et je ne sais pas si sur votre pratique courante, est-ce que vous conseillez actuellement les immunostimulants? Vous préconisez l'antibiothérapie prophylaxique devant des infections à répéter et les mucolytiques. Je pense que c'est du passé. Je ne sais pas, chacun vous en donner encore? Non? Alors, les rhinopharyngites chroniques répétées, c'est la maladie d'adaptation, mais l'enfant n'est pas donc réservé de complications. Et ces complications peuvent être des otites, qu'elles soient séreuses, aiguës, bactériennes, des étoiles, des apnéiques, des laryngites, la laryngotrachéobronchite et les laryngites aiguës. Donc, devant une hypertrophie adénoïdale chronique ou des végétations adénoïdes, il faut qu'elle soit obstructive, hypertrophiée, infectée et qu'elle gêne le passage du flux aérien. Il faut toujours attendre un moment avant d'indiquer ou de juger le caractère obstructif et chronique de cette hypertrophie de végétation adénoïde. Parce que généralement, les enfants, lors des poussées virales, lors des infections des voies respiratoires, cette végétation adénoïde s'hypertrophie. Et si on le voit tout le temps en étant malade, on va avoir l'impression que cette vraiment ces végétations doivent être enlevées. Mais il faut le voir en dehors des infections ou bien juste après un traitement bien connu. Ces infections, cette amygdale pharyngée, elle peut être évaluée donc par la vasofibroscopie et bien sûr la radio et à venir. Et devant un caractère obstructif persistant des végétations adénoïdes avec des complications surtout autonomiques, ces végétations adénoïdes peuvent être sujettes à un traitement chirurgical. Et là, cette chirurgie a un but mécanique pour pouvoir permettre une respiration nasale qui est la plus physiologique, pour avoir un sommeil correct et récupérateur, et biologique parce que ces végétations, généralement, quand elles sont à caractère infecté, vont faire un réservoir de germes qui vont permettre la surinfection endogène de ces enfants.